L'achondroplasie. L'achondroplasie, la prévalence est estimée à 1 pour 15 000 naissances. Nous avons ici à Necker environ une file active de 350 patients. Le diagnostic en est fait en anténatal, dans la seconde partie de la grossesse. L'achondroplasie se traduit essentiellement par un nanisme rhizomélique disproportionné. Les 2 premières années de vie sont caractérisées par une prise en charge multidisciplinaire extrêmement précise, avec intervention des orthopédistes, des neurochirurgiens, des médecins de la respiration, des ORL, des pédiatres. Puis, passé le cap des 2 premières années de vie, la surveillance est médico-chirurgicale, essentiellement pour les complications orthopédiques et pour la taille. Et le pronostic de taille est variable entre 1,10 m et 1,35 m. Le gène responsable de l'achondroplasie a été identifié en 1994. Il s'agit de FGFR3, récepteur de croissance fibroblastique. Il existe une mutation majoritaire responsable d'environ 95% des cas d'achondroplasie, la G380R. Et dans l'équipe, les travaux de Laurence Mallet ont pu montrer que cette mutation était une mutation activatrice, gain de fonction, responsable d'une activation du récepteur en l'absence de tout ligand. FGFR3 est actif en permanence. Et vous voyez ici les conséquences au niveau de la plaque de croissance, montrant très clairement dans l'achondroplasie et dans le nanisme thanatoforme une diminution très importante de la zone hypertrophique comparativement à des contrôles. De nombreuses cibles thérapeutiques ont été envisagées dans l'achondroplasie. Laurence est en train de développer actuellement des inhibiteurs spécifiques des tyrosine kinases, mais je vais maintenant m'arrêter sur l'utilisation du natriurétique peptide. Natriurétique peptide, l'idée en est venue d'une dysplasie proche qui s'appelle la dysplasie acromésomélique. Vous avez ici un enfant porteur d'une dysplasie acromésomélique. Pourquoi acromésomélique? Acro, petite extrémité, mésomélie, atteinte élective des os de l'avant-bras, et cet enfant a une petite taille. Cette dysplasie acromésomélique est en rapport avec des mutations perte de fonction du récepteur au natriurétique peptide, effet extrêmement important. Le modèle murin invalidé pour le natriurétique peptide est caractérisé par une petite taille. À l'inverse, la surexpression du natriurétique peptide, CNP, est responsable d'une avance naturale. Et vous avez ici un adulte porteur d'une translocation à proximité du CNP avec un excès de CNP qui a une avance naturelle. Et de la même façon, la souris surexprimant le CNP est de grande taille. Donc l'idée part de la dysplasie acromésomélique et du contre-type excès de CNP. Et cette idée est d'autant plus intéressante qu'on sait que lorsqu'il y a une suractivation du récepteur au natriurétique peptide, on a une inhibition du MAP kinase, et on sait que dans l'achondroplasie, on a une mutation activatrice et donc une voie MAP kinase activée. Donc en utilisant le CNP, on peut imaginer qu'on va bloquer la suractivation de la voie MAP kinase. Le CNP n'est pas utilisable en thérapeutique, donc Biomarin intervient à ce moment-là et arrive à synthétiser un petit analogue du CNP que l'on appelle alors le BMN 111, petit aminoacide de 39 acides aminés. BMN 111 s'appelle aujourd'hui vosorotide. Troisième étape, on teste le BMN 111, c'est le modèle murin. Et là, Laurence Leger-Mallet réintervient. Elle a généré un modèle murin d'achondroplasie qui mime parfaitement l'achondroplasie. Et donc le CNP est testé dans ce modèle murin. Et vous voyez très bien qu'en présence du CNP, on voit une restauration de la longueur du fémur. Donc, clairement, BMN 111 est une perspective thérapeutique très intéressante pour l'achondroplasie. Donc, je reviens sur quelques dates parce que c'est important pour la longueur des essais. 1994, identification du gène. Francis Rousseau, ici, Tour-Lavoisier, dans l'ex-unité 12. 2014, premier essai clinique, phase 2. Et entre-temps, le modèle murin d'achondroplasie de Laurence, CNP, Biomarin, les essais cliniques, et on est en phase 2. Phase 2. Phase 2, mais 2 études. Une première étude d'histoire naturelle, qui est toujours indispensable et couplée à ces essais de phase 2. Une étude multicentrique, 9 sites, dont la France, 200 enfants de 5 à 14 ans, avec de nombreuses visites. Nous avons pu inclure ici, avec Iman Le Poinsang, 8 enfants de 5 à 13 ans,
depuis septembre 2012, mais ces études d'histoire naturelle sont lourdes. Elles nécessitent des mesures anthropométriques sophistiquées, des radios, des marqueurs osseux, et on sollicite beaucoup ces jeunes enfants. Deuxième phase, la phase clinique. 2 enfants inclus seulement un équerre. Et dans un total de 24 sujets inclus, 2 enfants, 2 patients âgés de 7 ans depuis novembre 2014, une injection sous-cutanée tous les jours avec une infirmière à domicile, de nombreuses visites ici à Necker, patients de plus de 5 ans tous inclus, et aujourd'hui la dose reconnue est de 15 microgrammes par kilo. On avait initialement participé à un protocole qui devait durer 6 mois, on est maintenant à une extension de 2 ans. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on est autorisé à dire? On sait d'une part que sur les 26 enfants âgés en moyenne de 7,8 ans, la dose qui va être maintenant utilisée pour tous est de 15 mg kg par jour. On sait qu'il y a une très bonne tolérance à ce jour. Et on sait aussi qu'il n'y a eu aucun effet secondaire de noter et une amélioration de la vitesse de croissance. On est à 2 ans de traitement et on attend les nouvelles études, les nouveaux résultats qui vont paraître prochainement. Voilà pour la chondroplasie. Et je vais laisser la parole à Geneviève pour la FOP.